Bonjour Bertrand Constant. Bonjour Hélène. Bienvenue donc dans nos studios de Radio Anguin. Merci. Alors, j'ai annoncé le spectacle Charles Péguy, le visionnaire, au théâtre de la Contrescarpe, que je suis allée voir il y a un certain temps, parce que c'est un spectacle qui dure, qui a beaucoup de succès, il faut le dire, et qui va comme ça se prolonger encore un certain temps. Je le souhaite en tout cas, parce que c'est un spectacle d'une grande originalité. Je pense qu'il fallait un homme un peu de votre trempe pour incarner ce poète, chantre de Jeanne d'Arc, ça tout le monde le sait, soldat de 41 ans, père de famille, et qui est donc au front en 1914. Alors en effet, et on va parler un tout petit peu de vous si ça ne vous dérange pas trop Bertrand. Avant d'être comédien, vous avez été Saint-Cyrien, ça c'est pas un secret, vous avez été légionnaire, parachutiste, sportif donc, et puis voilà que vous passez sur la scène, ou alors plutôt devant la caméra, vous avez été acteur, cinéma, télévision, des séries, vous avez été en mission humanitaire en Amazonie. Oui. Vous pouvez me dire pourquoi? L'Amazonie Non, pour les deux, en fait. Pourquoi ce choix et moi, j'ai été dans une mission humanitaire parce que j'avais besoin de réfléchir à ce que je voulais faire après avoir été officier dans l'armée française. D'accord. Donc, je ne savais pas quoi faire quand j'ai quitté l'armée. Oui. J'avais à peu près 29 ans. Mais vous aviez envie de quitter l'armée. Oui, ça, j'avais décidé Voilà, que je voulais ça, quitter l'armée parce que d'accord. pour des tas de raisons, la visibilité trop forte, si vous voulez. Les Saint-Cyriens ont une carrière qui est plus ou moins prévisible. On peut pas prévoir évidemment déjà de l'histoire future de la France, bien sûr. Mais il y a en une tout détermination. cas, oui, il y a quand même une forte détermination. Et du coup, moi, j'aime bien l'inconnu, j'aime bien les choses j'aime pas m'ennuyer, etc. Oui. Et donc, vous aviez besoin d'un temps de réflexion. Oui, parce que comme je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Oui. Il me fallait quand même, si je commençais une deuxième voie à 30 ans, il fallait quand même que je puisse y réfléchir. Je voulais pas me lancer n'importe comment, parce que en plus j'avais le choix en refaire des études, faire un MBA comme on disait, enfin comme on dit toujours à l'époque, aujourd'hui d'ailleurs, et c'est quand même un engagement assez important, quoi. Alors que, vous voyez, donc avant de s'engager dans de nouvelles études, j'en avais déjà fait 6 ans des études, je voulais être sûr de moi. Voilà. D'accord. Et donc cette mission humanitaire vous a permis de réfléchir. Ben oui, parce que j'étais loin de tout. Oui. J'étais loin de Paris, enfin de la France. Oui. J'étais loin de mes parents, j'étais loin de mes copains, mes amis, j'étais loin de la société, de la télévision. J'étais au fin fond de l'Amazonie. Oui. Et là, Quelle expérience, hein, quand oui, même. c'était formidable. Ah oui, Et c'est un peu comme une année de discernement, si vous voulez, où vous êtes seul face à et vous-même. qu'est-ce qui a fait le déclic pour que vous deveniez comédien, quand même? Ce qui est, je sais pas, entre légionnaire, parachutiste et comédien, il y a un tel écart, quand même, même dans la mentalité, dans la personnalité de l'homme. Ouais, on pourrait y revenir, ça, mais qu'est-ce qui a fait le déclic? Tout simplement, justement, quand je me suis débarrassé de toute cette pression, si vous voulez, dont j'ai parlé juste avant, de la société, etc., je me suis posé la question, c'est si tu avais tous les pouvoirs, si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais faire demain? Et en fait, la réponse à cette question était invariablement, mais moi j'aimerais bien être acteur, j'aimerais bien faire du cinéma. Bon. Je n'arrivais pas à avoir une autre réponse que celle-là. Et le passage de l'acteur au comédien, c'est quand même pas tout à fait pareil. D'être derrière une caméra, si, ça ne vous a pas... j'ai fait les deux au début, j'ai d'accord. fait les deux assez vite. Donc là, en ce moment, effectivement, je joue cette pièce de Charles Péguy. Oui. Sur Charles Péguy, pardon. Alors justement, puisqu'on parle de Charles Péguy, dites-nous un peu pourquoi vous avez choisi d'incarner Charles Péguy, qui n'est pas quand même le poète le plus connu, je dirais, parce que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas Péguy, hein, même le nom ne leur parle pas beaucoup. Alors ma génération évidemment connaît Charles Péguy, mais ce n'est pas celui qui accroche le plus. Alors est-ce que c'est justement parce qu'il n'est pas extrêmement connu et que vous avez eu envie de faire connaître Charles Péguy et de l'incarner comme vous le montrez vous, c'est-à-dire vous sous-titrez le visionnaire et vous montrez bien cet aspect de Charles Péguy. Est-ce que c'est ça qui vous a séduit dans cet homme? Et faut dire aussi qu'il a été soldat. Il y a un lien avec vous, bien sûr. Hein. Alors, quelle est vraiment la cause de ce choix? D'abord, je voudrais juste préciser que je voulais, comme vous l'avez dit, j'ai un peu tourné à la télé, c'est toujours le cas d'ailleurs, à la télévision ou au cinéma. Et j'avais envie de revenir un peu au théâtre parce que j'avais fait une pause de quelques années et je voulais un projet assez fort.
j'avais envie de jouer un texte important et de me lancer aussi un défi en termes de jeu, si vous voulez, d'acteur, de comédien, juste un défi pour le artistique. Oui. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de faire un seul en scène. Et après, j'ai choisi cette forme, le seul en scène, et ensuite j'ai cherché un sujet. Et parmi les sujets qui étaient plus ou moins nombreux, qui se présentaient à moi, un ami m'a soufflé le nom de Charles Péguy. Il m'a dit, tu devrais te réintéresser à Charles Péguy. Et c'était une bonne idée, puisqu'il n'y a jamais eu de spectacle théâtral sur la biographie de Charles Péguy. Non, sa vie en tant que telle n'a pas été racontée au théâtre. Donc c'était quand même une idée originale. Donc sur scène, je vous ai vu, j'ai beaucoup apprécié. Vous donnez vie à environ une quinzaine de personnages, sans pratiquement changement de décor et sans changement de costume. Et tout semble au spectateur extrêmement clair. Alors, cette façon de faire, j'ai trouvé que c'était un travail remarquable. Vous avez travaillé pour ce spectacle Charles Péguy, le visionnaire, en commun avec l'auteur Samuel Barthelin. Oui. Et avec la metteur en scène Laetitia Gonzalez. Alors, est-ce que c'est un travail qui a été vraiment collectif, que vous avez façonné ensemble, Bertrand Constant ? Alors, donc Samuel Barthelin, je lui ai proposé d'écrire cette pièce, puisque comme je vous l'ai dit, je suis à l'origine de ce spectacle. Et lui, il a fait vraiment le travail foncier, si vous voulez, au départ. De recherche. De recherche, de compréhension de Charles Péguy. Oui. Et moi, je ne suis intervenu plutôt que vers la fin pour un travail, je dirais, de théâtralisation du texte, sur la forme, si vous voulez. Mais c'est lui qui a fait l'essentiel du travail de fond. Qui est difficile, qui est très difficile, c'est remarquable ce qu'il a fait. Voilà, tout à fait. Ouais. Parce que retrouver comme ça, d'ailleurs, j'aurais bien aimé que vous évoquiez très rapidement les sources de Samuel. Donc, il a lu tout ce qui est sorti à peu près. Il habitait au Cambodge à cette époque-là. Quand je lui ai proposé le projet, et je l'ai recroisé juste avant qu'il parte, il avait acheté une dizaine de biographies. Donc ça a été, je peux pas tous vous les dire, mais un il a travail vraiment de découpe et puis de choix aussi, parce que c'est compliqué, et de texte. Enfin, voilà, exactement. Ouais. Alors, le prétexte à tous ces tableaux successifs de la vie de Charles Péguy, c'est finalement la conversation avec un jeune journaliste que vous incarnez aussi, vous faites tous les personnages, qui interroge Péguy, qui part rejoindre son régiment et qui ferme donc les bureaux de sa revue Les Cahiers de la Quinzaine. Et donc ce journaliste va poser des questions et Péguy, avant de partir, va répondre, et ça va être l'occasion de flashback, de rétrospective sur les moments clés. Alors, il y en a beaucoup, parce qu'il a vécu peu, 41 ans. Oui. Donc, c'est vraiment... Et donc, le choix, finalement, a été vite fait. Mais je voudrais quand même que vous nous disiez ce que vous avez retenu avec Samuel Barthelin, des épisodes marquants de la vie de Charles Péguy. Alors, le premier tableau, si vous voulez, ce sont des scénettes assez courtes, c'est très vivant. On a fait vraiment ce qu'il fallait, je pense, j'espère. Et ça s'enchaîne très facilement. Voilà, pour qu'on ne s'ennuie pas pendant 1h10. C'est vrai. Le premier tableau, le premier retour en arrière, c'est son enfance avec sa mère et sa grand-mère. Donc là, on comprend. Important. Voilà, c'est très important parce qu'on comprend que c'est un un homme très pauvre, un jeune homme très pauvbre dans un paysan qui vivait dans les faubourgs d'Orléans et qui n'avait rien pour être, en tant que prédestination, rien pour devenir quelqu'un d'important. Le deuxième tableau, après donc ce retour à la conversation entre le journaliste et Péguy, c'est l'école, parce que justement, qu'est-ce qui a sorti Péguy de sa condition modeste? C'est l'école de la République. Absolument. Qui était d'ailleurs obligatoire à ce moment-là. Et la personne qui l'a soutenu, qui l'a poussé, qui a repéré surtout son talent et qui a fait en sorte qu'il puisse l'exprimer et continuer à étudier. Et ça, c'est une chance qu'il a eu de rencontrer. Ensuite, exactement, c'est une grande chance, bien sûr, et qui était à l'époque assez courante finalement, avec pas forcément des destins aussi grands que celui de Péguy. Mais c'est vrai que les instituteurs jouaient un rôle très très important. On parlait d'instituteurs tout à l'heure. Oui, mais là, oui. Ensuite, après ce passage-là, on a un passage sur le combat de Péguy pour Dreyfus. Oui, il a défendu, il a défendu Dreyfus avec d'autres bien sûr, mais enfin ça a été il a même démissionné de Normal Sup à ce moment-là pour s'engager dans ce combat. Oui. Donc là, on a un passage sur cette période-là. Ensuite, on est là cette fois, on vient sur sa rupture un petit peu avec les socialistes, avec Jaurès. Donc on a un passage aussi qui est très intéressante, cette partie, parce qu'on comprend bien justement comme c'était un homme entier
un homme qui ne pouvait pas revenir sur certaines choses dans sa conviction profonde. Ouais, il se méfiait beaucoup des politiques, de l'aspect de la transformation politique d'une idée que lui trouvait de la récupération. Voilà, en fait. exactement. C'est ça. Il trouvait que l'aspect politique pervertissait, si vous voulez, les belles idées. Donc, il a raison. Hein. Oui, il était pur, Peggy, je trouve. Oui, je crois qu'on peut le désigner comme un être assez pur. Oui. De ce point de vue-là, voilà, il avait sûrement il a des défauts, bien entendu. Bien sûr, mais il était un peu outrancier quand même. Hein. Oui, jusqu'au bout. Hein. Oui, jusqu'au boutiste. C'est ça. D'ailleurs, quand il part à la guerre, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut défendre la France, l'idée qu'il a de la France. C'était quelqu'un qui aimait profondément son pays, si vous voulez, mais pour la noblesse de son pays, pour justement cette école de la République, pour ses valeurs universelles, etc. Oui, il avait des principes très très forts qui engageaient sa vie. Hein. Exactement. Il a engagé sa vie. Et je pense qu'il a à peu près suivi ces principes jusqu'au bout. Alors après ce passage sur le socialisme, on en vient à la création. On a de nouveau un petit tableau où on voit son discours inaugural, son premier discours pour créer les Cahiers de la Quinzaine. Donc, il y a donc cette revue dans laquelle il s'est investi sa totalement. Fondation, Totalement. Il tenait ça à bout de bras, hein, vraiment, même quand ça ne fonctionnait pas, je dirais, en termes de vente. Il a tenu ça jusqu'au bout. Il était là et voilà. Donc on a ce passage sur la revue, la création des Cahiers de la Quinzaine. Et ensuite, on a deux tableaux qui s'enchaînent d'ailleurs. L'un sur une sorte son retour à la foi dans les années 1910, où il a retrouvé une forme il a redécouvert Dieu, ou en tout cas une vision de Dieu, et ça a été un tournant aussi pour lui et ses lecteurs d'ailleurs, et il a perdu quelques lecteurs à cause de cette espèce de retour à la foi, qui n'était pas dogmatique, hein, c'était vraiment purement mais c'était sincère. C'était sincère et sûr, voilà. Ah oui. Parce qu'il se méfiait du clergé. Oui, bien sûr. Pareil, politique, clergé. Bien sûr. Lui, c'était la spiritualité. D'ailleurs, il parle de la spiritualité des paysans de sa jeunesse qu'il a retrouvée. Il avait la foi, cet homme-là, on peut dire. Et juste après cette scène, on a une scène avec l'Action française. Il a été approché par l'Action française donc à ce moment-là, donc un peu dans ces années entre 1910 et 1914. Et en fait, il a repoussé les avances de l'Action française parce que, pareil, il aurait fallu faire trop de compromis, même si l'Action française voulait le récupérer pour sa défense de la patrie en fait, mais il y avait un quiproquo. C'était pas du tout la même vision. Voilà, c'était pas ce qu'il pensait. C'est ce que Peggy dit à cet homme là qui est dans la scène. Il dit mais vous n'avez en fait rien compris de ce que je suis. Même si vous m'approchez, vous n'avez rien compris. Et c'est très bien que vous disiez ça parce que effectivement, le travail que vous avez fait permet de comprendre Peggy. Moi, je ne le connaissais pas très bien. J'avais lu un petit peu, mais là, quand on sort de ce spectacle d'1h10, d'1h15 à peu près, eh bien, on a une vision. Voilà, c'est pour ça que Visionnaire m'a beaucoup plu. On a une vision de Peggy qui est d'ailleurs une vision entière. Oui. Vous voyez, de l'homme. Et même, vous n'avez pas parlé, mais on en parle dans votre spectacle, de tout le côté amoureux de Peggy. Oui, c'est justement la scène après. C'est la dernière scène, si vous voulez, en termes de retour en arrière par rapport à la conversation avec le jeune journaliste, c'est tout simplement la veille. Vous voyez, donc plus ça va, plus on va vers ce moment du départ à la guerre. Et en fait, effectivement, il a eu un amour platonique, hein, on le sait, avec une dame qui était une collaboratrice en gros de sa revue. Voilà, de sa revue, et a priori il n'est pas allé jusqu'à l'adultère, il le dit aussi. Il faut dire aussi qu'il avait des valeurs, comme on dit qu'il avait de grands principes. C'était certainement contre ses principes de trahir sa femme, même si le mariage était un mariage, enfin peut-être un mariage d'amour, j'en sais rien, mais en tout cas ça n'a pas été heureux parce qu'il y avait la belle-mère qui était au-dessus de tout ça. Oui, avec le temps, il le dit d'ailleurs, avec le temps, la passion s'estompe au sein du couple, rongée par l'habitude. Oui, et puis, mais même tout le problème de sa foi qui était quand même contredite par. Alors sa femme était un peu anticléricale. Voilà, donc et puis sa belle-mère aussi. Oui. Et c'est quand même elle qui. Ils se sont pas retrouvés là-dessus, effectivement. Voilà. Donc, mais de là à ce qu'il y ait un énorme conflit entre eux, je ne pense pas. Mais peut-être pas. En tout cas, ça joue, hein, parce que les enfants, on les fait baptiser ou pas. Il y avait c'est pas des petites choses pour lui. Je pense. Non, que c'est pas les petites choses. Voilà, je pense pas que les petites choses. Important. Mais comme il était toujours en quête de vérité, si vous voulez, je pense qu'il finalement il respectait les gens qui pensaient pas comme lui. Oui, je pense. Il essayait de comprendre, ça sûrement.
Et donc voilà. Donc, mais ils n'ont pas été en conflit. Quand il est parti à la guerre, il n'était pas en conflit avec sa non, femme. et puis au contraire même, voilà, le fait qu'ils soient loin l'un de l'autre, ça a certainement rapproché un peu les derniers moments. En fait, il le dit dans une lettre. Il dit tant de choses m'ont été données. Voilà, je quitterai Paris le cœur pur. Tant de choses m'ont été données. Voilà, il a eu des enfants, il a eu le soutien de sa femme pendant des années. Et puis il faut dire quand même que quand il part à la guerre volontairement, parce qu'il aurait pu ne pas faire la guerre à 14. Ça, c'est quand même important de le dire. Il a 41 ans. Et puis il a chargé de famille. Voilà. Il s'est porté volontaire. Exactement. Or, sa femme était enceinte. Donc quand même, je trouve que aujourd'hui, c'est certainement assez choquant. Vous ne trouvez pas? Oui. Alors, vous me posez une colle parce que est-ce qu'il savait au moment où il est parti? Je suis pas sûr. Il a peut-être appris plus tard. Peut-être. Bon, là maintenant. Parce que en tout cas, l'enfant est né après sa mort. Oui, mais comme il est mort si vite. Oui, aussi, il est mort en septembre. Il est parti à la guerre en début août. Voilà. Et il est mort en septembre. Donc, voilà. Il était à peine sur le front qu'il est mort. Ah oui, un mois et demi. Et d'ailleurs, il a été touché en plein front. Pour c'est vraiment un vilain jeu de mots, mais c'est vrai. C'est véridique. Et ces dernières paroles sont pour ses enfants. Oui. Il a dit mon Dieu, mes enfants. Oui. Bien sûr. Voilà, sa grande, avant de rendre l'âme, sa grande préoccupation était de comment mes enfants vont sortir, comment vont-ils vivre. Voilà. Et d'ailleurs, il les avait plus ou moins confiés avant de partir à Bergson, qui était son ami philosophe et qui lui a tenu parole. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Hein. Je pense que mais déjà, bon, il était entouré. Peggy, oui, bien sûr. Mais un homme comme Peggy, à partir du moment où on lui donne son amitié, je pense qu'on se sent obligé d'aller jusqu'au bout, quoi. Voilà. Oui, parce alors, soit on a rompu complètement avec lui, puis voilà. Oui. Mais si on lui donne une parole, connaissant l'homme, on se dit non, ça, je peux pas trahir cette parole. Il était tellement entier. Enfin, moi, ça me l'a rendu humain, je vais vous dire, ce spectacle. Oui, vous voyez, merci. Il était assez loin de moi, Peggy, et ça m'a rendu, ça l'a rendu un homme proche finalement des hommes. Alors avec aussi, j'ai d'ailleurs retenu des tas de choses. Hein. C'était un journaliste, c'était un socialiste, c'était un patriote, c'était un écrivain, un soldat, un chrétien, un anticonformiste. Et un poète. Il adorait un poète. C'était un grand poète. Et c'était un meneur d'hommes incroyable. Oui, je pense que c'était un meneur d'hommes. Mais c'est lui qui a tenu. Déjà à l'armée, il le faisait, mais c'est lui qui a tenu aussi sa revue à bout de bras, voilà. et qu'il a motivé les gens. Il avait une volonté, une ténacité incroyable. Enfin voilà, moi il m'est devenu sympathique grâce à vous. Je vous en remercie. Vous le rendez présent, accessible, alors qu'il était quand même un petit peu oublié. Donc c'est un seul en scène impeccable, je dois dire. Merci. Rythmé, vivant, qui apprend beaucoup et qui ne lasse pas une seule seconde. J'encourage donc les lycéens, parce qu'ils ne connaissent pas Peggy, les adultes et puis toutes les générations, à venir revisiter Charles Peggy visionnaire au Théâtre de la Contrescarpe. Premier spectacle donc biographique sur cet auteur absolument inclassable, mais quand même bien courageux et engagé. C'est jusqu'au 23 décembre. Oui, et ça sera prolongé février-mars. Ah, voilà. C'est donc, génial. Redonnez-nous les horaires, s'il vous plaît. Les dimanches à 18h30 et les lundis à 19h. Voilà. Deux représentations par semaine. Déjà jusqu'au mois de décembre et ensuite février-mars. Merci beaucoup Bertrand Constant d'être venu nous parler de Charles Peggy.